Bienvenue à Inside News. Je suis Marcel. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 octobre 2025 et voici les grands titres qui façonnent l'Afrique. Nous commençons ce soir avec des développements majeurs à travers le continent. En Afrique du Nord, une série d'événements critiques se déroule, illustrant les dynamiques complexes de la région. De la diplomatie à haut risque visant à résoudre des conflits aux troubles civils violents liés à la négligence environnementale, la région est un foyer de tensions et de transformation. Parallèlement, d'importantes réussites économiques et culturelles offrent un récit contrasté de progrès. Ces développements sont essentiels, influençant à la fois la stabilité régionale et les relations plus larges de l'Afrique avec le monde. Nous commençons au Caire, où des efforts diplomatiques sont en cours pour faire face à la crise au Soudan. Le général soudanais Abdel Fattah al-Burhan a rencontré aujourd'hui au Caire le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Leurs discussions se sont concentrées sur deux questions urgentes: trouver des solutions viables à la guerre dévastatrice au Soudan et forger une position unifiée sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Les deux dirigeants attribuent les récentes inondations dans leur pays à la construction du barrage, ajoutant une couche de complexité hydropolitique à leurs pourparlers sur la gestion de crise. Pendant que les dirigeants au Caire se concentraient sur la stabilité régionale, la colère populaire face à la négligence nationale a éclaté en violence en Tunisie. Dans la ville de Gabès, au sud du pays, des manifestations contre une usine de traitement de phosphate appartenant à l'État ont tourné à la violence après que la police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants, faisant plusieurs blessés. Le déclencheur immédiat a été une récente fuite de gaz qui a hospitalisé des dizaines de personnes. Mais les résidents protestent depuis des années contre les taux élevés de cancer et les dommages environnementaux. Une promesse du gouvernement en 2017 de délocaliser l'installation reste non tenue. Et au Maroc, une histoire différente se dessine, celle du succès économique et sportif. Le pays célèbre une saison touristique record, ayant accueilli 15 millions de visiteurs à la fin septembre, soit une augmentation de 14% par rapport à la même période en 2024. Le gouvernement capitalise sur cette tendance en développant des infrastructures haut de gamme et a annoncé un nouveau plan de 75 millions de dollars pour développer le tourisme à Ouarzazate, la porte du Sahara. Sur le front sportif, la liesse est nationale après que l'équipe de football des moins de 20 ans du Maroc, les Atlas Cubs, a écrit une page d'histoire. Ils ont atteint la finale de la Coupe du Monde U20 de la FIFA pour la toute première fois après une victoire spectaculaire contre la France au tir au but. De l'Afrique du Nord, nous nous tournons maintenant vers l'Afrique centrale. En Afrique centrale, notre attention se porte sur les tensions politiques et la nature volatile du pouvoir contesté. Les événements récents au Cameroun et en République démocratique du Congo servent d'indicateurs critiques des défis démocratiques auxquels la région est confrontée, soulignant les héritages complexes de dirigeants de longue date et les luttes acharnées pour le changement politique. Au Cameroun, la revendication prématurée de victoire d'un candidat de l'opposition a provoqué des troubles. Des affrontements ont éclaté entre la police et des manifestants dans le centre économique de Douala après que le candidat de l'opposition, Issa Chiroma Bakary, a revendiqué la victoire à l'élection présidentielle du 12 octobre. Les résultats officiels n'ont pas encore été annoncés. Ces troubles surviennent dans le contexte du président sortant, Paul Biya, âgé de 92 ans et au pouvoir depuis 1982. Et depuis la République démocratique du Congo, l'ancien président de la nation a refait surface. Joseph Kabila a fait sa première apparition publique depuis sa condamnation à mort par contumace pour trahison et crimes de guerre pour collaboration avec le groupe rebelle M23. Il a été vu à Nairobi, au Kenya, signant une déclaration avec d'autres figures de l'opposition pour former un nouveau mouvement politique.
Le parti de Kabila a qualifié le verdict de politiquement motivé. Nous nous dirigeons ensuite vers l'Afrique de l'Est. Notre reportage sur l'Afrique de l'Est présente un contraste saisissant entre deuil national et crise qui s'aggrave. Alors que le Kenya pleure un géant politique qui a contribué à façonner sa démocratie, le Soudan voisin fait face à une urgence de santé publique catastrophique qui devient incontrôlable. Ces histoires offrent un regard puissant sur l'évolution politique de la région et ses profondes vulnérabilités humanitaires. D'abord, au Kenya, où la nation a entamé une période de deuil. Le corps de l'ancien Premier ministre Raila Odinga est arrivé aujourd'hui à Nairobi, accueilli par une foule immense et émue de milliers de personnes venues lui rendre hommage. Odinga, décédé à 80 ans, était un champion de la démocratie multipartite et 5 fois candidat à la présidence. Son ancien rival, le président William Ruto, a décrété une période de deuil national de 7 jours, qualifiant sa disparition de perte immense et incommensurable. Pendant ce temps, au Soudan, une crise humanitaire s'aggrave. L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme concernant une grave épidémie de choléra. À l'échelle nationale, on dénombre désormais 120 496 cas signalés et 3 368 décès. L'OMS avertit que le taux de létalité de 2,8% est près de 3 fois supérieur au seuil d'urgence, signalant que l'épidémie devient incontrôlable. Cette crise sanitaire est directement liée à la guerre en cours, qui a laissé des millions de personnes sans accès à l'eau potable, à l'assainissement et aux soins de santé essentiels. Enfin, nous nous tournons vers les développements en Afrique australe. Notre dernier reportage régional d'Afrique australe se concentre sur une profonde instabilité politique et une urgence de santé publique critique. Les événements à Madagascar et au Lesotho soulignent la fragilité des institutions démocratiques et les conséquences dévastatrices que les changements de politique internationale peuvent avoir sur les populations les plus vulnérables du continent. L'Union africaine a pris des mesures décisives contre Madagascar. Le bloc a suspendu la nation insulaire avec effet immédiat à la suite d'un coup d'État militaire qui a renversé le président Andry Rajoelina. Le colonel Michael Randrianirina a été désigné comme le dirigeant qui prêtera serment. Le coup d'État présente une ironie cinglante. Il a été mené par la même unité militaire qui avait aidé Andry Rajoelina à accéder au pouvoir il y a des années. La prise de pouvoir a été précédée par des semaines de manifestations menées par des jeunes contre la pauvreté généralisée, la corruption gouvernementale et la hausse du coût de la vie. Et au Lesotho, une crise sanitaire dévastatrice se déroule. Des coupes massives et récentes dans l'aide étrangère des États-Unis suite à la décision de l'administration Trump de geler l'assistance ont laissé les citoyens vivant avec le VIH dans une situation désespérée. Les cliniques de santé ferment et le personnel est licencié, obligeant les patients à voyager des heures pour constater que les services essentiels ne sont plus disponibles. Cela survient après des années de progrès, au cours desquels le Lesotho avait atteint avec succès les objectifs de traitement 95-95-95 de l'ONU-SIDA. Des experts, dont le président de la commission parlementaire de la santé du pays, avertissent que ces coupes ont fait reculer les progrès de la nation d'au moins 15 ans. Voilà les principaux titres de ce soir en provenance d'Afrique. Merci d'avoir suivi Inside News. Je suis Marcel. Restez informés, restez connectés et passez une bonne soirée.